Bonjour à tous, merci d'être là. Donc on poursuit le programme des conférences avec Hugues Poissonnier de l'IRIMA au sein de l'EM Grenoble. Bonjour. Alors l'IRIMA, qu'est-ce que c'est en quelques mots, Hugues? Alors l'IRIMA, c'est l'Institut de recherche et d'innovation en management des achats que nous avons construit avec un collègue qui s'appelle Salah Tormera au sein de Grenoble École de Management. La vocation de cet institut, c'est de faire de la recherche académique, mais aussi de la recherche appliquée. Aussi et surtout d'ailleurs de la recherche appliquée, c'est-à-dire de la recherche qui répond directement à des problématiques des entreprises avec lesquelles on travaille et qui sont nos partenaires. La vocation de l'IRIMA, c'est aussi de disséminer les fruits de cette recherche vers deux types de publics. Les étudiants d'une part, donc c'est l'évolution des contenus pédagogiques, des formations achats au sein de l'école, mais essentiellement les masters achats à Grenoble École de Management et un petit peu partout dans le monde. Et bien sûr, dissémination vers les entreprises également, qui sont nos partenaires et avec qui on travaille assez régulièrement, donc par le biais de formation, d'accompagnement, etc. Très bien. Et donc aujourd'hui, c'est le fruit quelque peu de recherche, d'observation et de travail justement en partenariat avec ces entreprises? Oui, tout à fait. La présentation s'appelle les outils de pilotage de performance et on va se centrer sur l'idée que ces outils constituent la prochaine frontière en matière de montée en maturité vers les achats responsables. Prochaine frontière au sens où l'emploi les Américains, c'est-à-dire le prochain défi, le prochain grand challenge. Et effectivement, aujourd'hui, quand on observe l'état des pratiques dans les entreprises, on s'aperçoit que le prochain challenge est bien celui-là. Oui. On a vu la montée en puissance cette année sur la deuxième édition du Salon des achats. Et effectivement, je pense que ton intervention intervient juste à temps pour leur donner quelques outils supplémentaires. Je te souhaite une excellente conférence. Merci Gaël. Alors en effet, cette conférence s'inscrit sur l'axe achat responsable, qui est un axe fort cette année du Salon des achats. Et je me suis dit qu'effectivement, parler des outils de pilotage de performance était sans doute bienvenu, parce qu'aujourd'hui, il y a trois grands piliers finalement du changement quand on veut aller vers des achats plus responsables ou du changement de manière beaucoup plus générale. Il y a les compétences individuelles, celles des acheteurs en l'occurrence, les compétences organisationnelles, les compétences collectives, parce qu'on ne peut pas avoir raison tout seul dans une organisation. Il faut être capable aussi d'évoluer au niveau des relations à l'intérieur du service achat, mais aussi au niveau des relations du service achat avec les autres services, les autres départements au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est les deux grands types de compétences, individuelles, organisationnelles. Et puis le troisième pilier, c'est celui qu'on oublie souvent. Ce n'est pas forcément celui sur lequel on met le focus au départ, mais c'est un pilier extrêmement important, c'est les outils de pilotage de performance. Et ces outils de pilotage de performance sont vraiment créateurs de valeurs, de normes de fonctionnement dans l'entreprise. Et il est important, lorsqu'on veut réellement changer, lorsqu'on veut réellement aller vers des achats un peu plus responsables, ça va être l'objet de la présentation, d'adapter ces outils de pilotage de performance. Alors on parlera de trois types d'outils, trois types de performances finalement. Il y a les performances des fournisseurs, il y a les performances des acheteurs, et puis les performances du service achat. Alors au niveau de la présentation, je vous propose de d'abord faire une introduction sur les achats responsables de manière très générale, mais on ira très vite là-dessus. Ensuite, on va parler des pratiques qui sont essentiellement liées aujourd'hui à la recherche d'avantages concurrentiels. On ne va pas faire d'angélisme, on va bien dire que finalement, si aujourd'hui les achats responsables sont intéressants, si on essaye de développer ces achats responsables, c'est avant tout pour être capable de développer des avantages concurrentiels. Donc, on ne va pas faire de philanthropie, on ne va pas tomber là-dedans et on va bien montrer que quand même la recherche de ces avantages concurrentiels nouveaux, aujourd'hui, par les achats, en général, ça s'accompagne assez bien d'une démarche achat responsable. On verra que les outils de pilotage de performance doivent évoluer en cohérence avec ces nouvelles stratégies achats. Et puis, je vous présenterai à la fin les résultats d'une recherche-action qui est en cours, qui est menée dans le cadre de PIC. Donc PIC, c'est un réseau rhône-alpin au départ, mais qui devient de plus en plus international, de chercheurs, mais aussi d'entreprises, de grands donneurs d'ordre, de sous-traitants. Tout ça, ça part de la région Rhône-Alpes au départ, qui est une région importante de sous-traitance en France, un tiers de la sous-traitance en France, industrielle. Et on verra qu'on est en train de monter un observatoire du collaboratif. Vous verrez pourquoi je parle de collaboratif, parce que pour moi, c'est
la modalité essentielle si on veut aller vers des achats un peu plus responsables. Il y en a d'autres, mais c'est sans doute la modalité essentielle. Alors d'abord, les achats durables ou les achats responsables. Personnellement, je préfère parler d'achat responsable que d'achat durable parce que achat durable, ça renvoie au concept de développement durable. Et le concept de développement durable, c'est un concept qui est plutôt macro. Alors que la RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise, c'est plutôt micro. C'est vrai que le développement durable, on définit ce concept-là, c'est le rapport Brundtland en 87, on va un petit peu plus loin dans les sommets de la Terre, à Rio, Johannesburg, etc. C'est vraiment au niveau international qu'on se met d'accord sur toute une série d'engagements, la démarche Agenda 21, etc. Mais finalement, le véritable niveau de l'action, c'est le niveau local. C'est vrai dans le contexte privé, c'est vrai aussi en contexte public. Et je pense que, du coup, quand on parle de RSE, on est beaucoup plus proche de l'entreprise, la responsabilité sociétale de l'entreprise. Donc voilà pourquoi je préfère parler d'achat responsable. Mais de manière générale, on va trouver les trois mêmes dimensions que dans le développement durable, la dimension environnementale, sociale et la dimension, bien sûr, économique. Donc des achats responsables, c'est des achats qui sont performants d'un point de vue environnemental, social et économique. Sur la dimension environnementale, on a l'habitude de distinguer les achats verts et les achats éco-responsables. Les achats verts, ça concerne essentiellement les fournitures. Les achats éco-responsables, c'est un petit peu plus large. On va vraiment essayer d'intégrer les préoccupations environnementales tout au long du cycle de vie du produit. Et puis la dimension sociale, là aussi, on va pouvoir subdiviser toute une série d'achats différents. Les achats équitables, on va essayer de permettre aux producteurs en général des pays du Sud de bien vivre de leur production, de mieux vivre en tout cas. Les achats solidaires, où là on va se tourner vers des fournisseurs qui sont engagés et qui permettent à des personnes en situation de réinsertion professionnelle ou des travailleurs handicapés, etc., de trouver leur place. Et puis les achats éthiques, où là on va se focaliser essentiellement sur le respect des droits de l'homme purement et simplement. Voilà, donc c'était des précisions pour bien revenir sur ce qu'on met derrière tout ça. Achat responsable. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on observe les pratiques des entreprises en matière d'achat responsable, il y a un peu de philanthropie, quelquefois, c'est vrai, mais il y a surtout la recherche d'avantages concurrentiels. Alors si on veut parler d'avantages concurrentiels qu'on va obtenir par les achats, à mon avis, il est important de parler des stratégies achats, des missions qu'on va confier aux achats, avant même de parler d'achat responsable. La fonction achat, c'est une fonction qui a émergé relativement récemment. Vous reconnaissez peut-être là, sur les deux portraits, il y a d'abord Henri Fayol. Henri Fayol qui écrivait au début du XXe siècle. C'est un des grands théoriciens, des grands penseurs du management, français en plus. Henri Fayol présentait la fonction achat comme une sous-fonction de la fonction commerciale qui consistait à savoir acheter et vendre, mais enfin surtout à savoir vendre. Donc il fallait bien acheter parce qu'il faut bien un certain nombre de matières premières pour fabriquer, pour assurer des ventes derrière, mais c'est un petit peu un mal nécessaire. Plus près de nous, Michael Porter, que vous reconnaissez peut-être, dans les années 80, qui pourtant est un visionnaire, quelqu'un qui est en avance sur son temps, présente encore la fonction achat comme une fonction support. Dans la fameuse chaîne de valeur de Porter, la fonction achat est une fonction support. Et puis Porter présente aussi le pouvoir de négociation des fournisseurs comme une des 5 forces concurrentielles. Et c'est quelque chose contre laquelle il faut être capable de lutter, ou en tout cas qu'il faut intégrer et dont il faut se prémunir, parce que ça peut représenter un danger pour l'entreprise, cette force concurrentielle que représente le pouvoir de négociation des fournisseurs. Donc vous voyez qu'on est encore chez Porter, dans les années 80, c'est très proche, chez quelqu'un qui est visionnaire en plus, on est encore à considérer les achats comme une fonction qui n'est finalement pas très stratégique. Les achats sont pourtant considérés comme relativement stratégiques à partir des années 70, puisqu'on commence à se dire qu'il est important de réduire les coûts. Il est important de réduire les coûts parce que de price maker, les entreprises deviennent price taker. On passe d'une économie de production à une économie de marché. Avant, il suffisait de produire pour vendre. On était à peu près sûr de réussir à écouler les produits, quel que soit le prix. À partir des années 70, la concurrence est plus internationale, c'est beaucoup plus compliqué, on rentre dans l'ère du marketing. Et à partir de là, on commence à se dire que si on veut préserver la marge, si on ne peut plus toucher au prix, il est important de réduire les coûts. Alors on commence à externaliser de plus en plus. On externalisait avant, bien sûr, mais le mouvement s'accélère.
Et on commence à voir des achats qui représentent une part du chiffre d'affaires considérable, plus de 50%, 60% aujourd'hui en moyenne, mais dans certains secteurs, on est beaucoup plus près de 80%, voire 95% pour une entreprise comme Acer dans l'informatique. Donc à partir du moment où les achats représentent une part aussi importante que ça du chiffre d'affaires, réduire les coûts des achats, ça permet d'être souvent meilleur que les concurrents. Donc les objectifs qu'on va confier aux acheteurs à ce moment-là, ça va être des objectifs de réduction de coûts, de savings, et c'est en ça que la fonction achat devient de plus en plus stratégique. On reconnaît son importance à partir du moment où on se dit que les achats permettent de réduire les coûts de manière importante. Aujourd'hui, on commence à se dire que les achats, c'est stratégique, pas uniquement parce que ça permet de réduire les coûts, mais aussi parce que ça permet de créer de la valeur. Ça permet de proposer des produits qui sont plus innovants, parce qu'on a mieux collaboré en amont avec les fournisseurs. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a plus d'innovation qui provient des fournisseurs que des équipes de R&D en interne. Et encore, quand on fait de l'innovation à partir de la R&D interne, souvent c'est de la co-innovation, du co-développement avec les fournisseurs. Et ça, c'est vrai pour de plus en plus d'entreprises. Donc on va être capable peut-être de proposer des produits plus performants, meilleurs d'un point de vue technique, d'une meilleure qualité environnementale, sociale. On rejoint là les achats responsables. Et ces produits-là, on sera capable de les vendre un petit peu plus cher. Bien sûr, ce que je raconte là, c'est surtout vrai pour les achats de production. Mais ça peut tout à fait être vrai pour les achats hors production également, puisque là aussi, il peut y avoir une valeur plus importante pour les clients internes, que je préfère appeler moi les partenaires internes. Parce que parler de clients internes, c'est toujours mettre l'acheteur dans une position de serviteur, quelque part, entre guillemets, par rapport à ces clients-là, alors qu'il s'agit aujourd'hui beaucoup plus d'être partenaire, voire quelquefois d'être force de proposition et d'être chef de projet quand on est acheteur. On y reviendra. L'important, finalement, ce ne sont ni les coûts ni la valeur, mais bien les différences entre les deux, c'est-à-dire la marge. Et cette notion-là, c'est une notion simple, évidente, que tout chef d'entreprise connaît, même la plus petite, et que pourtant on oublie de plus en plus lorsqu'on confie aux acheteurs des objectifs en termes de coûts uniquement. Voilà, contribuer à la marge de l'entreprise, c'est bien ça l'objectif qui doit être de plus en plus celui des acheteurs. Ça veut dire qu'on peut supporter quelquefois des coûts un peu plus élevés, si on est capable, face à ces coûts, de créer un peu plus de valeur et de maintenir, voire d'augmenter la marge de l'entreprise. Ceci étant dit, on s'aperçoit de plus en plus que les achats sont un levier essentiel de déploiement de la RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise. On l'a dit tout à l'heure, la grande majorité des ressources aujourd'hui, qu'elles soient productives ou qu'elles soient créatives en termes d'innovation, etc., se trouvent chez les fournisseurs. Les 3/4 ou les 4/5 des ressources lorsque les achats représentent 80% du chiffre d'affaires. Il y a aussi une responsabilité accrue des entreprises dont on prend conscience aujourd'hui vis-à-vis de la préservation de l'écosystème d'affaires. Il y a encore quelques années, lorsqu'une entreprise qui avait délocalisé était plantée par un fournisseur chinois, on pouvait toujours se tourner vers un fournisseur local. On allait le payer beaucoup plus cher, mais en tout cas, on avait l'approvisionnement qui était relativement garanti. Aujourd'hui, lorsqu'on est planté par un fournisseur chinois et qu'on se tourne vers un fournisseur local, on a bien du mal à le trouver parce que beaucoup des fournisseurs locaux ont disparu. Donc il y a vraiment une dégradation de l'écosystème, une atteinte à la biodiversité, si on poursuit le parallèle avec l'écologie. Et effectivement, beaucoup d'entreprises prennent conscience de ça et prennent conscience de la nécessité de préserver un écosystème de fournisseurs au niveau local. Quand on achète dans les pays émergents, ce n'est pas pour autant qu'on a moins de responsabilités. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la responsabilité en termes de maintien de l'industrie au niveau national, mais quand on achète en Chine, on a des responsabilités très importantes aussi, en Chine ou ailleurs d'ailleurs, dans n'importe quel pays émergent, parce que beaucoup de ces pays émergents investissent, il y a des vrais investissements, y compris publics, dans certaines industries qu'ils considèrent comme industrialisantes, qui vont favoriser l'industrialisation progressive d'autres branches dans le pays, etc. Et c'est vrai qu'en fonction de la nature de la relation qu'on va développer avec le fournisseur, on va lui permettre plus ou moins facilement d'intégrer, de prendre en charge des maillons plus créateurs dans la chaîne de valeur. Et ça, il y a des études là-dessus qui montrent bien que pour un fournisseur, quel qu'il soit, le fait de travailler pour un distributeur ou pour un client européen, américain ou japonais
amène à des opportunités d'apprentissage qui sont réellement très très différentes. Donc là aussi, il y a une responsabilité qui est sans doute importante et qu'on oublie souvent aujourd'hui. Bon, j'ai mis une petite définition de la RSE qui est fournie par le livre vert de la Commission européenne, donc c'est une définition de référence parmi d'autres. Dans cette définition, on voit bien à quel point la RSE intègre complètement les fournisseurs. Aujourd'hui, ce serait difficile d'imaginer une entreprise qui se dise responsable uniquement en se focalisant sur l'interne, puisque l'essentiel de ses ressources se trouve chez les fournisseurs. Alors pour terminer sur l'avantage concurrentiel qu'on peut obtenir par les achats, je pense qu'aujourd'hui il y a 3 grandes visions qui sont représentées ici. Il y a la conception classique qu'on a présentée tout au début, acheter moins cher pour être capable de vendre moins cher. Ce n'est pas une conception qui est forcément dépassée, parce qu'il y a toujours de la place sur le marché pour des gens qui proposent des produits low cost. Il y a une vraie demande, il y a un vrai besoin de la part des consommateurs pour des produits low cost. Donc ce que je veux dire, c'est que la collaboration, qui va coûter un petit peu d'argent, les achats responsables, qui vont coûter sans doute aussi, parce que c'est un vrai investissement, ce n'est pas la panacée. C'est pas la panacée et il y a des entreprises qui ont besoin d'acheter comme on le fait de manière tout à fait traditionnelle. Par contre, de manière générale, on part de suffisamment loin pour qu'un peu plus de collaboration, pour qu'un peu plus de responsabilité aux achats, ça fasse pas de mal et ça permette de jouer sur un levier sans doute très intéressant par rapport à la marge, qui est d'augmenter la marge par le haut plutôt que par le bas. Augmenter la marge par le bas, c'est réduire les coûts. Augmenter la marge par le haut, c'est développer le pricing power, comme disent les Américains, la capacité à vendre plus cher que les concurrents, mais à vendre quand même, parce que nos produits sont reconnus comme étant de meilleure qualité, etc., y compris sur les plans social et environnemental. Donc, dans cette conception classique, le rôle des achats, c'est d'augmenter la marge par le bas. Le concept clé, c'est les coûts. Et il y a un danger qui est extrêmement important, c'est que la concurrence est très forte quand même, et de plus en plus forte, notamment de la part des pays émergents. La conception actuelle, c'est d'essayer d'acheter au juste prix pour sécuriser les approvisionnements. Ça devient vraiment une préoccupation au moins aussi importante dans beaucoup d'entreprises que la réduction des coûts, parce que beaucoup d'entreprises récemment ont pris conscience de tous les dangers qui pouvaient être liés aux ruptures d'approvisionnement. On a quand même eu beaucoup d'événements récents, entre le tsunami au Japon, l'éruption du volcan en Islande, qui a complètement perturbé le transport aérien, les révolutions arabes, etc., qui ont bien montré à certaines entreprises à quel point elles étaient devenues dépendantes des modes de transport. C'est sûr, quand on va acheter à l'autre bout du monde, on est de plus en plus dépendant. Donc la sécurité des approvisionnements, c'est une vraie question, c'est une vraie problématique, et il y a certaines modalités qui permettent de gérer cette question-là, d'y répondre, essayer de garantir les ventes. Le concept clé, ça devient la sécurité. Le problème, c'est que le risque zéro n'existe pas. Donc même si on essaye de mettre en place toutes les meilleures politiques pour se prémunir des risques, il y aura toujours la survenue d'un risque à un moment donné, un risque qui va se concrétiser, se matérialiser. Et là, il sera important d'avoir un plan B, d'être capable de compter sur des fournisseurs qui sont des vrais partenaires. On rentre dans un monde de ressources rares, de manière générale. C'est le titre du dernier bouquin d'Orsena, l'avant-dernier d'ailleurs, puisqu'il y en a écrit un depuis. Un monde de ressources rares, et ça ne concerne pas seulement l'énergie ou l'eau, ça concerne à mon avis également les compétences distinctives des fournisseurs, celles qui nous permettent justement de développer un avantage concurrentiel. Et puis il y a une conception novatrice, acheter au juste prix pour vendre plus cher. Donc c'est ce qu'on décrivait tout à l'heure. Le rôle numéro 1 des achats, ça devient d'augmenter la marge par le haut. Ce qui est intéressant, c'est que augmenter la marge par le bas, ça fait des années qu'on le fait ou qu'on essaye de le faire, et on a joué sur tous les leviers possibles. Donc aujourd'hui, on a des marges de manœuvre qui sont extrêmement réduites. Par contre, augmenter la marge par le haut, c'est relativement nouveau. Peu d'entreprises le font. Et là, à mon avis, on a des marges de manœuvre, un potentiel véritablement d'augmentation de la marge qui est beaucoup plus important. Le danger, ça reste toujours la surqualité lorsqu'on fait ce pari-là. Alors, quelques cas de pratique collaborative et responsable. Je voulais citer un peu quelques cas concrets pour illustrer le discours. On peut tout à fait, pour entrer dans la démarche, aider les fournisseurs qui sont en difficulté de trésorerie.
Alors vous voyez le logo de Nestlé. Effectivement, Nestlé aujourd'hui paye ses fournisseurs au comptant. Pas tous les fournisseurs, bien sûr, mais les fournisseurs partenaires, ceux qui sont en difficulté de trésorerie, qui sont indispensables pour Nestlé, payer au comptant, alors qu'on a un pouvoir de négociation qui nous permettrait de payer bien plus tard. C'est intéressant parce que c'est ne pas utiliser tout le pouvoir dont on dispose. Et c'est se montrer responsable vis-à-vis de ces fournisseurs-là pour les aider à passer une période difficile. PSA, qui a mis en place une cellule de 40 personnes pour être un petit peu au chevet des fournisseurs en difficulté sur le plan de la trésorerie, pour les aider un petit peu, dans la mesure du possible, bien sûr, sur des solutions qu'on pourrait imaginer ensemble. On peut aussi tout à fait déprécariser le travail chez le fournisseur. Qu'est-ce qui fait qu'on précarise le travail chez un fournisseur? C'est l'exigence de réactivité. Et cette exigence de réactivité va faire qu'on va quelquefois demander beaucoup, passer des commandes très importantes au fournisseur, en lui demandant de nous livrer très rapidement. Et puis à certains moments, on va passer plusieurs mois sans lui passer commande. Ça, c'est très difficile pour un fournisseur en termes d'adaptation de l'outil de production, parce que forcément, il va essayer d'avoir l'outil le plus lean possible, l'appareil de production le moins lourd, et il va faire appel à de l'intérim, à du travail précaire, lorsqu'il y aura des pointes d'activité. Quand on fait appel à du travail précaire ou à de l'intérim, déjà, il y a des chances que la qualité, au bout du compte, soit un petit peu moins au rendez-vous. Donc ça pose un vrai problème en termes de qualité. Mais surtout, on voit bien les conséquences sociales que ça peut avoir chez les fournisseurs, qu'ils soient en France ou ailleurs d'ailleurs. Si on est capable de lisser les achats, ça a un vrai coût en tant que client, parce que ça veut dire qu'on va gérer nos stocks de manière non optimale. On va commander quelquefois alors qu'on n'a pas forcément besoin, mais on va commander parce qu'on s'est engagé à le faire, sur cette quantité-là, comme chaque mois. Mais ça, c'est un formidable cadeau qu'on va faire au fournisseur, parce qu'on va lui permettre d'ajuster son outil de production et de déprécariser le travail chez lui. Donc là aussi, en termes de responsabilité, on peut citer Ekiog, qui est une chaîne de distribution dans l'habillement, qui distribue des produits bio, et qui a fait le choix, par ailleurs, n'utiliser quasiment que le bateau comme mode de transport, qui est un peu moins impactant d'un point de vue environnemental. Bien sûr, il y a du camion pour les derniers kilomètres, mais au maximum, on essaye d'utiliser le bateau. On peut tout à fait également investir chez le fournisseur. Orchestra, c'est une chaîne de distribution de vêtements pour enfants que vous connaissez sans doute. Ce qui est intéressant, c'est que cette chaîne-là est confrontée à une problématique qui est qu'on a très peu de fournisseurs, très peu de fabricants de vêtements pour enfants au niveau mondial. On a beaucoup de fabricants de vêtements pour adultes et il est très facile sur les mêmes chaînes de production de passer de l'homme à la femme ou inversement parce que c'est à peu près les mêmes tailles, c'est de l'adulte. Par contre, passer à l'enfant, c'est plus compliqué parce que ce n'est pas les mêmes tailles au niveau des chaînes de production. Et donc, on est souvent obligé de convaincre un certain nombre de fournisseurs de faire cet effort-là, de faire ces investissements pour fabriquer des vêtements pour enfants. Pour terminer de convaincre ces fournisseurs-là, Orchestra n'hésite pas la plupart du temps à investir chez les fournisseurs sur l'adaptation de l'outil de production. Donc, quand on investit chez un fournisseur, on va attendre des retombées qui sont à relativement long terme, moyen terme au moins, et forcément on va bâtir des relations beaucoup plus partenariales, beaucoup plus collaboratives. Jus de fruits d'Alsace, c'est un autre exemple où on est confronté à une difficulté, c'est que c'est l'ex-Réa qui était beaucoup plus connu. Jus de fruits d'Alsace, c'est pas forcément très connu. On est confronté au fait que les producteurs d'oranges au Brésil de plus en plus se tournent vers la canne à sucre aujourd'hui. Parce que la canne à sucre, c'est 2 récoltes par an au lieu d'une quand on fait des oranges. Et puis la canne à sucre, c'est la possibilité d'adresser 2 marchés. Le marché agroalimentaire, mais aussi le marché des agrocarburants. Avec les oranges, on peut adresser que le marché agroalimentaire, bien sûr. Et donc, il y a de plus en plus de producteurs brésiliens qui se tournent vers la canne à sucre. Et ça pose des vrais problèmes d'approvisionnement. Il y a une ressource, effectivement, qui devient de plus en plus rare, l'orange. On n'y pense pas toujours. Mais du coup, les jus de fruits d'Alsace ont développé aussi toute une série de pratiques collaboratives. N'hésite pas à investir avec les fabricants dans le maintien des orangers, des orangeries, etc. Open book, etc. Donc toute une série de pratiques qui sont tout à fait compatibles avec ça. Alors les outils de pilotage de performance sont à développer en cohérence avec ces nouvelles stratégies, ces nouvelles missions qu'on va confier aux achats. Ces nouvelles missions, c'est-à-dire augmenter la marge par le haut, être capable de créer davantage de valeur,
en se montrant la plupart du temps un peu plus responsable vis-à-vis des fournisseurs. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de plusieurs types de compétences individuelles, organisationnelles, et puis à côté, il y a les outils. Alors, on va d'abord revenir sur ces deux compétences-là qui sont complémentaires. D'abord, les compétences des acheteurs. L'acheteur, ça devient le premier contributeur interne à l'innovation. On a vraiment conscience de cette capacité qu'a l'acheteur à faire rentrer de l'innovation dans l'entreprise parce qu'il est au contact des fournisseurs au quotidien et qu'il connaît le potentiel de ces fournisseurs-là. Encore faut-il faire une démarche de marketing achat, c'est-à-dire non seulement bien connaître le marché fournisseur, mais aussi se rendre attractif vis-à-vis des meilleurs fournisseurs, se rendre attractif vis-à-vis des fournisseurs les plus innovants. Parce qu'encore une fois, on arrivera toujours à trouver des fournisseurs, mais ce ne sera pas forcément les meilleurs. Et travailler avec les meilleurs, ça se mérite. Et ça se mérite souvent en se montrant un peu plus collaboratif, un peu plus responsable vis-à-vis de ces fournisseurs-là. L'acheteur, c'est quelqu'un qui détient des leviers majeurs de responsabilité, on l'a bien dit tout à l'heure, que ce soit sur la pérennisation d'une industrie nationale ou sur la responsabilité qu'on a envers les fournisseurs dans les pays émergents. Et puis l'acheteur, c'est quelqu'un qui a vocation à devenir beaucoup plus chef de projet, une espèce d'intrapreneur collaboratif. Un chef de projet, ça veut dire que l'acheteur, c'est plus quelqu'un qui doit intervenir en bout de chaîne. Une fois qu'on a défini la stratégie, qu'on a défini le positionnement sur le marché, qu'on a défini le grade de qualité qui va bien par rapport à ce positionnement-là, et qu'on donne un cahier technique, un cahier des charges à l'acheteur en lui disant, voilà, essaye d'acheter ça au moins cher possible. Ça, c'est mettre l'acheteur en bout de chaîne. Moi, je pense que l'acheteur peut arriver au tout début de la chaîne, être force de proposition en disant, ben voilà, ce produit qu'on achète d'habitude de cette manière-là, avec ces spécifications-là, on peut tout à fait l'acheter différemment, on peut intégrer beaucoup plus d'innovation, ça va coûter plus cher, mais finalement, ce n'est pas grave. Si on se repositionne sur le marché, sur un niveau de gamme un peu supérieur, il y a de fortes chances qu'on trouve des consommateurs qui soient sensibles à nos arguments en termes de qualité de produit, technique, sociale, environnementale, et à partir de là, on sera capable de le vendre plus cher. Donc vous voyez, l'achat, ça devient la première chose dans la chaîne, l'élément premier, et l'acheteur devient un véritable chef de projet qui va pas seulement discuter d'égal à égal avec le responsable marketing, avec les commerciaux, avec les ingénieurs, mais qui va vraiment être force de proposition et mener un certain nombre de projets. Donc, ces nouveaux acheteurs présentent des profils différents. C'est un acheteur qui doit être davantage force de proposition, on l'a dit. Un acheteur plus stratège, plus cerveau droit, alors que traditionnellement, les qualités principales, essentielles d'un acheteur, c'est plutôt celles qui relèvent du cerveau gauche. Et puis, une compétence relationnelle. À mon avis, la véritable double compétence est là. On a depuis quelques années des gens qui viennent se former chez nous, mais ailleurs également, qui viennent chercher une double compétence, qui sont ingénieurs pour beaucoup, et qui viennent chercher une compétence achat. Effectivement, c'est extrêmement intéressant quand on est ingénieur d'être capable de comprendre les achats, de devenir acheteur avec cette vision éclairée qui est celle de l'ingénieur. Mais je pense que l'acheteur aujourd'hui doit parler et doit se comprendre avec l'ingénieur, mais également avec le commercial, avec les gens des ressources humaines, avec les gens de la finance, avec un petit peu tout le monde, et que la véritable double compétence, c'est la compétence achat bien sûr, mais aussi la compétence relationnelle, la capacité à faire le lien entre toutes ces personnes-là, et c'est comme ça qu'on peut devenir véritablement chef de projet. Alors bien sûr, il y a des compétences individuelles dont on a beaucoup parlé, mais des compétences organisationnelles également, qui sont importantes, parce que quand on arrive dans une organisation, on a beau avoir raison, on a beau avoir de bonnes idées, si on est tout seul à les avoir, on risque d'être un peu rejeté comme un virus par le reste de l'organisation. Donc il est important de faire évoluer les organisations, elles aussi, en cohérence avec ces nouvelles compétences. Alors on en vient aux outils. Les outils aujourd'hui sont clairement archaïques. Autant on a progressé sur les compétences individuelles, autant dans beaucoup d'entreprises, on fonctionne différemment au niveau organisationnel. Et là, je pense on est vraiment monté en maturité pour aller vers des achats plus responsables notamment. On sent une vraie appétence en plus de la part des acheteurs, une vraie volonté de la part des directions générales également, parce que les dirigeants ont souvent bien compris que les achats responsables pouvaient tout à fait permettre de créer davantage de valeur. Par contre, au niveau des outils, on a encore un vrai problème.
Je rencontre régulièrement des directeurs achats qui me disent « Oui, je tiens un autre discours, un nouveau discours. Je ne le tenais pas encore il y a 2 ans. Ce discours, je le tiens à mes acheteurs et je leur dis « Les gars, vous n'êtes plus des cost killers comme avant. C'est vrai qu'on vous a demandé ça pendant des années. Mais aujourd'hui, on vous demande surtout de contribuer aux résultats de l'entreprise, contribuer à la marge, pas uniquement en réduisant les coûts, mais en étant capable de créer de la valeur, d'apporter des idées nouvelles, de l'innovation, etc. » Le problème, c'est que ce discours est tout à fait sincère, parce qu'il est tenu en interne, il n'est pas tenu sur la place publique. Le but, c'est pas de communiquer là-dessus, c'est vraiment de l'interne. Donc c'est sincère, mais dans le même temps, lorsqu'on va mesurer la performance des acheteurs à la fin de l'année, on va rester sur des critères aussi traditionnels que les savings ou les gains sur achat. Et là, vous voyez bien l'incohérence qu'il y a entre les discours tout à fait sincères d'un côté et les outils de pilotage de performance de l'autre. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment besoin de faire preuve d'imagination au niveau de ces outils de pilotage de performance, en particulier des acheteurs. Parce qu'on a bien progressé aussi sur les outils de pilotage de performance des fournisseurs. Alors là, je vous ai mis 2 ouvrages, Les stratégies absurdes, La société malade de la gestion, qui montrent bien à quel point, effectivement, les outils, les indicateurs qu'on va utiliser dans certaines entreprises peuvent tout à fait apporter des effets pervers, et beaucoup plus qu'on ne le pense. C'est beaucoup plus impactant qu'on ne le pense de manière générale, et il est important de travailler sur ces outils. Alors au niveau des performances des fournisseurs, comme je disais, on a pas mal progressé. Vous voyez là, entre 2007 et 2009, c'est une étude issue du livre blanc HEC et Covadis sur les achats durables. On voit bien à quel point on a une progression sur le recours à certains types d'outils. Là aussi, de moins en moins, on va recourir au jugement personnel. De plus en plus, on va avoir des outils sur lesquels on peut se baser, s'appuyer. Donc on a bien progressé à ce niveau-là. Par contre, au niveau des outils de pilotage de performance des acheteurs, comme je le disais, on part de loin et on a besoin sans doute de faire preuve d'imagination à ce niveau-là. Piloter les performances, ça permet d'abord de piloter les performances, comme son nom l'indique. C'est effectivement, les outils de pilotage permettent de piloter, c'est la première chose, mais les outils de pilotage permettent aussi de valoriser les performances. Et ça, c'est extrêmement important, surtout quand on regarde les discours que tiennent Patrick Kennel et Aurélien Rothstein, donc Thales et Essilor. Notre tableau de bord est avant tout un instrument de visibilité. Intéressant, avant tout un instrument de visibilité. Ça montre à quel point, parce que là on parle de tableau de bord achat, bien sûr, à quel point les achats, finalement, peuvent être visibles dans l'entreprise lorsqu'on utilise les bons indicateurs. Et que ces indicateurs-là, lorsqu'on va les montrer à un commercial, à un ingénieur, ils vont commencer à se dire, effectivement, les acheteurs, ce sont des gens qui peuvent contribuer, pas seulement à réduire les coûts, mais à innover avec nous, à nous permettre de mieux vendre le produit. Et à partir de là, ça crédibilise, ça légitime la position de l'acheteur, qui est une position qui doit évoluer dans l'entreprise. Un bon tableau de bord permet de renforcer la confiance envers les acheteurs. Là aussi, le message est clair. Il faut savoir que les acheteurs, comme je dis souvent, sont victimes d'un double complexe aujourd'hui. La plupart du temps, un complexe de supériorité. C'est caricatural ce que je dis et c'est provocateur, c'est volontaire. Donc un complexe de supériorité lorsqu'ils sont à l'extérieur, lorsqu'ils sont chez les fournisseurs. Et c'est mauvais ce complexe-là, il faut lutter contre ce complexe-là parce que c'est difficile de bien collaborer et c'est difficile d'être véritablement responsable si on part avec un complexe de supériorité et une certitude qu'on a un pouvoir de négociation important et qu'on peut imposer beaucoup de choses aux fournisseurs. On parlait tout à l'heure de Nestlé. Nestlé n'utilise pas tout le pouvoir de négociation qu'il a. Il y a une différence entre le pouvoir et l'utilisation du pouvoir. Et puis un complexe d'infériorité en interne, parce que l'acheteur n'est souvent pas valorisé à sa juste mesure. Et voilà, c'est pas lui qui ramène du business, c'est pas lui qui est vu comme ramenant du business en tout cas, c'est pas le commercial, c'est pas lui qui jouit du prestige de l'ingénieur, parce qu'il a la connaissance technique, etc. Donc il est souvent relativement peu valorisé en interne, et pourtant il contribue tellement aux résultats de l'entreprise, si on regarde bien. Donc voilà, les outils de pilotage de performance, lorsqu'ils sont bons, peuvent permettre aussi de renforcer cette légitimité des acheteurs et ce rôle nouveau dans l'entreprise. Alors quelques pistes de progrès. On peut utiliser des tableaux de bord orientés stakeholders, des balance scorecards. Donc vous voyez ici les 4 grandes dimensions d'un balance scorecard, la dimension financière, la dimension client,
processus interne, apprentissage organisationnel. Ça reste peut-être un petit peu nébuleux. Alors, je vous ai mis ici quelques exemples d'indicateurs. L'idée du Balance Scorecard, c'est tout simplement que c'est un tableau de bord équilibré qui va permettre de mesurer la performance sur plusieurs dimensions qui sont complémentaires pour à la fois assurer la performance à court terme, la performance financière, mais aussi la performance à plus long terme, l'apprentissage, la capacité à faire mieux au fil du temps, la capacité à améliorer nos processus, la capacité à satisfaire nos clients. Voilà. Donc sur tous ces indicateurs-là, bien sûr ces slides seront à votre disposition, là vous n'avez pas le temps forcément de regarder tout ça en détail, ils seront à votre disposition après la conférence. Donc sur tous ces indicateurs-là, les achats ont un rôle clair à jouer. Alors comme promis, je vous présente maintenant les premiers résultats d'une recherche-action qui est en cours. D'abord une petite présentation de PEAK. PEAK, c'est un acronyme qui vient de Purchasing European Alliance for Knowledge. Donc c'est parti d'une initiative rhône-alpine au départ. Il y a plusieurs axes de recherche, plusieurs axes de travail avec les entreprises, grands donneurs d'ordre, sous-traitants. Et il y a un axe particulier qui s'appelle achat responsable et collaboratif. Moi, j'aime bien cet axe-là, le fait d'avoir réuni, comme je l'ai fait souvent dans le discours aujourd'hui, l'aspect responsable et l'aspect collaboratif, parce que souvent, la collaboration, c'est le meilleur moyen de développer des achats plus responsables. On est souvent tous d'accord pour dire les achats responsables, c'est bien, mais quand on passe à la question du comment, souvent on sèche. C'est pas aussi évident que ça. Pourtant, on en fait parfois sans le savoir, des achats responsables, lorsque justement on collabore. À mon avis, c'est le meilleur moyen, parce que quand on collabore, on est sans doute meilleur d'un point de vue social, ça paraît évident. On est sans doute meilleur d'un point de vue économique, ça paraît clair aussi, pour toutes les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Et puis souvent, on est meilleur au niveau environnemental parce qu'on ne collabore jamais aussi bien qu'avec des fournisseurs qui se situent à proximité, d'un point de vue géographique. C'est toute la logique des pôles de compétitivité que d'enraciner les relations, l'emploi au niveau local et de faire en sorte que ça devienne très coûteux pour un certain nombre de grands donneurs d'ordre de quitter une région, parce que c'est dans cette région-là qu'il faut être si on veut continuer à innover et bénéficier des apports de toute une série de partenaires, de PME, de TPE, qui sont des fournisseurs avec lesquels on travaille au quotidien. Donc c'est une recherche qui est menée avec Bénédicte Serrat et Nathalie Merminot, qui sont deux chercheurs dont les institutions sont présentées ici. Alors, un des résultats auxquels on arrive, on a fait passer un questionnaire qui correspondait à une vingtaine de questions sur chacun de ces deux axes-là. La collaboration était évaluée sur 10 questions sur 20 questions, donc 10 questions concernant la collaboration interne et 10 concernant la collaboration avec le fournisseur. Pourquoi la collaboration interne ? Parce que la collaboration, ça commence en interne. Si on veut collaborer avec un fournisseur, il faut d'abord commencer par bien collaborer en interne. Ça semble naturel, mais ce n'est pas forcément toujours évident sur le terrain. Et puis on a mesuré aussi sur une vingtaine de questions l'aspect responsable. Donc il y en avait 6 sur l'aspect économique, 7 sur l'aspect social et 7 sur l'aspect environnemental. Ce qu'on observe ici, c'est que sur les entreprises qui ont participé, qui sont pourtant des entreprises tout à fait intéressées par la démarche, très peu ont la moyenne. En tout cas, aucune n'a la moyenne sur l'axe responsable et seulement 2 ont à peine la moyenne sur l'axe collaboratif. Donc ce que ça montre, c'est que finalement on part d'assez loin en matière d'achat à la fois responsable et collaboratif. On a peut-être été un peu ambitieux aussi dans les questions, dans l'attribution des points, mais quand même on s'aperçoit qu'on part de loin. Plus récemment, on est en train de développer un observatoire du collaboratif. Donc c'est une plateforme qui va permettre aux entreprises de se positionner, qui va permettre aux chercheurs de faire un certain nombre de recherches et de répondre à un certain nombre de questions qui sont les questions que vous pouvez découvrir ici. Alors il y en a qui sont un peu théoriques, le concept de collaboratif, mais il y en a qui sont extrêmement pratiques et opérationnels. Quel est le ROI d'une démarche collaborative ? Il n'y a pas plus opérationnel que ça. Les compétences collaboratives, les bonnes pratiques, on va faire du benchmark et ça va permettre aussi aux entreprises de se comparer les unes aux autres. Alors pour conclure, je dirais que les achats collaboratifs, ça ne date pas d'hier et vous retrouvez ici, c'est difficile à lire, mais c'est la fameuse lettre de Vauban à Louvois, où Vauban demande à son ministre, on est en
1683, de prendre bien garde à bien payer tous les fournisseurs, tous les artisans qu'on fait travailler, parce que si on n'y prend pas garde, on va se retrouver avec une qualité inférieure à ce qu'on avait imaginé. Et donc on a conscience dès ce moment-là de l'intérêt, de l'importance de bien traiter finalement les fournisseurs, de se montrer responsable, de bien les payer. Mais il reste beaucoup à faire, et en 4 points, je dirais qu'il faut d'abord prendre conscience du caractère rentable des achats responsables. Ça, de plus en plus, c'est bon, c'est OK. Dans beaucoup d'entreprises, on a pris conscience de cette chose-là. Responsabiliser les acheteurs, s'organiser en cohérence avec leur nouvelle mission. On y est de plus en plus dans de nombreuses entreprises. Mettre en place un management adapté, fondé sur des outils de pilotage novateurs. Encore une fois, c'est à mon avis la prochaine frontière, le prochain grand défi. C'est là qu'on a beaucoup de progrès à faire aujourd'hui. Et puis, peut-être aussi valoriser le capital immatériel que constituent les relations fournisseurs. Parce que lorsqu'on sera capable de faire ça, on sera capable de montrer à quel point on a effectivement de vraies ressources face à nous, chez les fournisseurs, et de vraies capacités à construire ensemble un avantage concurrentiel. Merci.